Le 24 mars 1603, quelques heures seulement après la mort d'Élisabeth Ière, reine d'Angleterre, les serviteurs commencèrent à fuir le couloir menant à sa chambre. Pas à cause du deuil, pas à cause de la peur, mais à cause de l'odeur, une odeur si violente, si animale, si impossible à supporter qu'un garde du corps s'effondra sur le sol, avant même d'avoir atteint la porte. En quelques heures, le corps de la femme la plus puissante d'Europe avait commencé à se décomposer à une vitesse que les médecins n'avaient jamais observée. Il fallut changer le cercueil 2 fois. Le premier fut abandonné parce que le bois lui-même était devenu infect. Les embaumeurs qui s'occupèrent du corps laissèrent des témoignages que leurs descendants mirent des siècles à rendre publics, tellement ce qu'ils avaient vu était insoutenable. Une femme qui avait dirigé un empire pendant 45 ans. Une femme que l'on appelait la Reine Vierge, l'incarnation de la pureté divine. Et pourtant, sous les couches de peinture, sous les perruques, sous les parfums, sous les habits de velours brodés d'or, son corps n'était plus qu'un champ de ruines. Ce que vous allez lire n'est pas une légende. Ce sont des faits documentés, et c'est peut-être l'histoire la plus sombre que le pouvoir ait jamais produite. Élisabeth naquit en 1533 dans un monde qui ne voulait pas d'elle. Son père, Henri VIII, attendait un fils. Il avait brisé avec Rome, déclenché un schisme religieux qui allait déchirer l'Europe pendant des siècles. Tout ça pour pouvoir divorcer et se remarier, tout ça dans l'espoir d'un héritier mâle. Et ce qui sortit du ventre d'Anne Boleyn ce jour-là, c'était une fille. Henri quitta la chambre sans même regarder l'enfant. 3 ans plus tard, il fit trancher la tête de sa mère sur une accusation fabriquée d'adultère et de trahison. Élisabeth avait 3 ans. Elle ne revit jamais sa mère. Elle grandit dans les couloirs d'un palais où sa propre existence était une gêne, déclarée illégitime, mise à l'écart, oubliée. Mais l'histoire a ses propres règles. Les demi-frères moururent. Les demi-sœurs régnèrent brièvement et laissèrent le trône vide. Et en 1558, à 25 ans, Élisabeth se retrouva reine d'Angleterre presque par accident, presque malgré elle, et surtout malgré tous ceux qui estimaient qu'une femme n'avait pas sa place sur ce trône. Dès le premier jour, la pression fut immense et totale. Les nobles refusaient de la regarder dans les yeux. Les ambassadeurs étrangers envoyaient des rapports méprisants à leur souverain. Le Parlement vota des résolutions pour l'obliger à se marier. Parce qu'une femme seule sur un trône, pour eux, c'était une amolalie de la nature. Une erreur qu'il fallait corriger au plus vite. Se marier, cela signifiait partager le pouvoir. Se marier, cela signifiait qu'un homme deviendrait roi et qu'elle, progressivement, serait réduite au rang de reine consort, une épouse, une génitrice, une figure décorative. Élisabeth avait compris cela mieux que quiconque, et elle prit une décision qui allait définir les 45 années de son règne et détruire son corps de l'intérieur. Elle resterait vierge, pas par choix personnel, pas par conviction religieuse, mais comme stratégie politique pure, la reine vierge, intouchable, divine, au-dessus des hommes. Cette image devint son armure, et comme toutes les armures, elle finit par l'étouffer. Le premier poison qu'Élisabeth s'administra elle-même était doux, blanc et infiniment désirable. Le sucre. Au XVIe siècle, le sucre n'était pas un ingrédient banal que l'on trouvait dans chaque cuisine. C'était une substance rare, importée des colonies des Caraïbes à prix d'or, réservée à une poignée de familles royales et de grands aristocrates à travers toute l'Europe. En consommer, c'était afficher sa puissance. En consommer à chaque repas, c'était dire au monde entier que vous étiez intouchable, que les règles ordinaires ne s'appliquaient pas à vous. Élisabeth en devint dépendante dès la vingtaine. Elle mangeait des confiseries en pâte d'amande sculptées en forme d'animaux et de châteaux. Elle dévorait des fruits confits, des gâteaux au miel, des sculptures entières faites de sucre pur que ses cuisiniers fabriquaient spécialement pour impressionner les visiteurs. Après chaque repas, plusieurs desserts sucrés. Avant chaque repas, des amuse-bouches sucrées. Entre les repas, des friandises que ses servantes portaient dans des coffrets dorés. Les médecins de la cour tentèrent de l'avertir. « Votre Majesté, le sucre courant les dents, lui dit-on à plusieurs reprises, avec toute la prudence que leur imposait leur position. Elle les ignora. Elle était convaincue que le miel, au contraire, protégeait l'émail. Elle en consomma encore plus. Et ses dents commencèrent à mourir.
La transformation fut lente au début, puis brutale. Vers la trentaine, certaines dents prirent une teinte légèrement grisâtre. Élisabeth les fit polir. La teinte revint. À 35 ans, les premières dents tombèrent. À 40 ans, ce qu'il restait dans sa bouche ressemblait à un cimetière ravagé. Des chicots noirs accrochés à des gencives enflammées, des racines à nu qui saignaient lors de chaque repas, une haleine putride que même les bougies parfumées disposées autour de la table royale ne parvenaient pas à masquer. Un ambassadeur étranger, dans une lettre destinée à son roi, nota avec une froideur clinique: le sourire de la reine ressemble à un alignement de stoms noircis dans une gencive en décomposition. Manger devint une souffrance quotidienne. Le pain devait être trempé dans du lait chaud jusqu'à devenir une bouillie. La viande devait être cuite si longtemps qu'elle se défaisait en fibres. Même ainsi, chaque bouchée provoquait des douleurs qui lui montaient jusqu'aux tempes. Mais Élisabeth ne montrait rien. Jamais se plaindre de la douleur physique. C'était admettre que son corps était faillible. Et un corps faillible, ce n'était pas un corps divin. Le deuxième poison entra dans sa vie par la grande porte de la peur. Élisabeth avait une terreur profonde, sincère, absolue de l'eau sur sa peau. Ce n'était pas une lubie personnelle. La médecine officielle du XVIe siècle enseignait que le corps humain était maintenu en équilibre par 4 mœurs fondamentales et que l'eau froide, en pénétrant par les pores, pouvait déstabiliser cet équilibre de façon catastrophique. Les médecins de la cour, les mêmes hommes formés dans les meilleures universités d'Europe, affirmaient que le bain affaiblissait l'essence vitale et ouvrait la peau aux miasmes mortels. Élisabeth croyait cela. Elle choisissait aussi de le croire, parce que ne pas se baigner était plus simple, plus rapide, et lui laissait plus de temps pour gouverner. Le résultat fut que, sur 69 années de vie, Élisabeth Ier prit le bain peut-être une vingtaine de fois en tout. Peut-être moins. Les historiens débattent encore du chiffre exact, mais tous s'accordent sur une chose. C'était terriblement, presque incroyablement rare. À la place, elle se couvrait de parfums, des quantités industrielles de parfums, de l'eau de rose, de l'huile de violette, du musc, de la lavande, de l'ambre gris. On parfumait ses vêtements avant qu'elle les enfile. On parfumait ses draps avant qu'elle se couche. On brûlait des résines odorantes dans chaque pièce qu'elle traversait. Et pourtant, sous tout cela, son corps continuait de produire ce que tous les corps humains produisent. De la sueur, des cellules mortes, des sécrétions. Sauf que chez elle, rien ne partait jamais. Rien n'était jamais lavé. Tout s'accumulait, couche après couche, semaine après semaine, mois après mois. Elle portait jusqu'à 6 épaisseurs de vêtements simultanément. Un sous-vêtement de lin, un corset baleiné, plusieurs jupons, une robe de velours, un manteau brodé. Sous tout ce poids, sa peau macérait dans sa propre transpiration. Les servantes qui l'aidaient à se déshabiller le soir témoignèrent que les vêtements retirés étaient imprégnés d'une substance jaunâtre et que l'odeur qui s'en dégageait ressemblait à du lait caillé mélangé à quelque chose de plus profond, de plus animal, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. Elle nettoyait son corps avec des linges trempés dans du vinaigre ou de l'alcool parfumé. Pas pour le laver, pour dissimuler. Les ambassadeurs étrangers, moins tenus à la discrétion que ses serviteurs, écrivirent dans leurs rapports officiels que passer plus de 30 minutes en compagnie de la reine était un véritable calvaire physique, que son odeur rendait la concentration impossible et que certains membres de leur délégation avaient dû sortir précipitamment pour aller vomir dans la cour. Le troisième poison, Élisabeth le choisit les yeux ouverts, en regardant son propre reflet. En octobre 1562, à 29 ans, elle fut terrassée par la variole. Les médecins la donnèrent pour morte. 2 semaines plus tard, elle survécut. Mais quand on lui apporta un miroir, ce qu'elle vit la fit crier. Son visage, autrefois lisse et pâle, était désormais criblé de cicatrices profondes, des cratères dans les joues, des creux dans le front, une surface irrégulière, bossée, définitivement abîmée. Elle s'enferma dans ses appartements pendant 1 semaine entière. Elle fit retirer tous les miroirs du palais, et quand elle en ressortit, elle avait pris une décision qui allait l'empoisonner lentement pendant 40 ans. Appliqué en couche épaisse, il effaçait les imperfections,
lissait les irrégularités, donnait à la peau l'apparence froide et parfaite d'une statue de marbre. L'effet était stupéfiant. La première fois qu'Élisabeth se regarda dans un miroir après application, elle sourit. Les cicatrices avaient disparu. Le visage reflété était celui d'une déesse. Elle ordonna qu'on lui en applique chaque matin, sans exception, pour le reste de sa vie. Ce que personne ne lui dit, ou ce que personne n'osait lui dire, c'est que le plomb est un poison neurologique d'une efficacité absolue. Il pénètre par les pores, il s'accumule dans le sang, il se dépose dans les os, il infiltre le cerveau. Et il n'en repart jamais. Les effets arrivèrent progressivement, puis massivement. Ses mains se mirent à trembler, d'abord légèrement, puis de façon visible et impossible à dissimuler lors des audiences. Elle développa une paranoïa croissante, soupçonnant ses serviteurs les plus fidèles de vouloir l'empoisonner, hurlant sur des courtisans qui n'avaient rien fait. Elle dormait de moins en moins, réveillée par des douleurs inexpliquées dans les jambes, dans les bras, dans les articulations. Mais le cérusite continuait d'être appliqué chaque matin parce que, sans lui, les cicatrices réapparaissaient, et sans son visage parfait, Élisabeth n'était plus la Reine Vierge. Elle n'était plus divine, elle n'était plus qu'une femme de 50 ans avec un visage ravagé. Le cérusite n'était pas le seul poison qu'elle s'appliquait sur le visage. Pour les joues, on utilisait du cinabre, un sulfure de mercure d'un rouge vif. Pour les lèvres, du vermillon, un autre composé de mercure. Pour les yeux, de la belladone, un extrait végétal qui dilatait les pupilles et donnait le regard lumineux des madones des peintures italiennes, mais qui détruisait méthodiquement la vision. Chaque matin, Élisabeth s'asseyait devant ses servantes et se laissait couvrir le visage de plomb, de mercure et d'alcaloïdes toxiques. Chaque soir, ces mêmes servantes retiraient la couche avec de l'huile et avec la peinture partait également un peu de peau. La peau sous-jacente, privée d'air, rongée par les produits chimiques, devint grise, puis presque translucide, puis parcourut d'ulcères que les couches suivantes de cérusite venaient recouvrir sans jamais guérir. Une servante témoigna, des années après la mort de la reine. Si on regardait son visage de très près, on voyait que la peau sous la peinture était de la couleur de celle d'un mort, et l'odeur qui montait de dessous les couches blanches ressemblait à de la viande avancée. Le 4e désastre se déroula sur sa tête, littéralement. La perte de cheveux commença dans la trentaine, accélérée par l'intoxication chronique au plomb. D'abord quelques mèches sur l'oreiller, puis des poignées entières qui restaient dans les mains des servantes quand elles la coiffaient. À 40 ans, la moitié du crâne était dégarnie. À 50 ans, il ne restait presque plus rien. Élisabeth avait commandé des dizaines de perruques, rousses, dorées, brunes, bouclées, lisses, courtes, longues. Elle en changeait chaque jour selon son humeur et les occasions. Ces perruques étaient construites sur des armatures en fil de fer, garnies de cheveux humains, de crins de cheval, de poils de chèvre. Elles étaient fixées sur le crâne à l'aide de longues épingles en métal que les servantes enfonçaient directement dans la peau du cuir chevelu. Certaines épingles atteignaient l'os. Elles provoquaient des saignements, des infections, des abcès que personne ne traitait parce que traiter les abcès aurait nécessité de retirer la perruque. Et retirer la perruque, c'était révéler la calvitie. Et révéler la calvitie, c'était reconnaître que la reine divine était un être humain qui se décomposait. Les perruques n'étaient jamais lavées. Jamais. Les laver auraient dissous la colle et défait l'armature. Elles s'imprégnaient de sueur, de sébum, de poussière. Et des poux s'y installèrent. Des servantes notèrent dans leurs journaux intimes, rédigés en secret, et retrouvaient bien plus tard qu'elles voyaient parfois de petites choses blanches bouger à la base des perruques, tout contre la peau du crâne. Certaines perruques pesaient jusqu'à 9 kilos avec leurs ornements de perles, de plumes et de joyaux. Le cou d'Élisabeth ne pouvait plus les porter seule. On lui fabriqua une armature en acier qu'elle portait autour de la nuque sous ses vêtements. Même ainsi, la douleur était chronique. Son cuir chevelu, à la fin de sa vie, n'était plus qu'une succession de plaies, de cicatrices et d'abscesses, sous 9 kilos de cheveux morts et de fils de fer. En janvier 1603, quelque chose se brisa définitivement en elle. Pas dans son corps, enfin pas seulement. Quelque chose se brisa dans sa volonté de continuer à jouer le rôle. Une dame d'honneur qui lui était proche mourut
et Élisabeth tomba dans un état dépressif profond dont elle ne se releva pas. Elle cessa de manger. Ses dents étaient presque toutes parties, avaler était douloureux, et de toute façon elle n'avait plus faim. Elle cessa de dormir dans son lit. Si elle s'allongeait, pensait-elle, elle ne se relèverait plus jamais. Alors elle s'assit sur des coussins disposés à même le sol, le dos contre le mur, et elle resta là pendant des jours. Ses servantes la suppliaient, les médecins la suppliaient. Elle ne répondait plus. Elle regardait un point fixe devant elle, quelque part au-delà des murs du palais, au-delà du jardin, au-delà du fleuve, vers quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Le 23 mars, ses forces l'abandonnèrent totalement, et on la porta jusqu'à son lit. Dans la nuit du 24 mars 1603, à 3 heures du matin, Élisabeth Ier cessa de respirer. Ce qui suivit dépassa tout ce que les serviteurs du palais avaient pu imaginer. La décomposition commença en quelques heures, à une vitesse qui terrifiait les témoins. Le corps avait stocké pendant des décennies des quantités de plomb, de mercure et d'autres composés chimiques qui transformèrent les processus biologiques normaux de la mort en quelque chose d'accéléré, d'exponentiel, d'impossible à regarder en face. La peau vira du gris au noir. Le corps enfla. Des liquides commencèrent à suinter par les orifices. L'odeur envahit la pièce en quelques minutes. Puis le couloir, puis toute l'aile du palais. Des gardes s'évanouirent. Des servantes se précipitèrent dehors pour vomir dans la cour. On dut fermer tout un secteur du palais de Richmond. Le premier cercueil en bois fut abandonné parce qu'il était devenu lui-même une source d'odeur insupportable après quelques heures. Le second, doublé de plomb, fut préparé avec des précautions que les embaumeurs n'avaient jamais dû prendre auparavant. On appliqua un masque de cire sur le visage pour cacher ce que la décomposition faisait aux traits. On cousit les lèvres pour que la bouche reste fermée. On enroula de la dentelle autour du cou pour dissimuler le gonflement. Rien n'y fit vraiment. Pendant la semaine qui s'écoula avant les funérailles, le cercueil scellé continuait de laisser filtrer des odeurs. La pièce où il était gardé devint inaccessible. Le cortège funèbre traversa les rues de Londres. Les gens s'étaient alignés pour rendre hommage à leur reine. Mais quand le cercueil passa devant eux, ils reculèrent. Certains se bouchèrent le nez, d'autres partirent en courant. Les soldats qui portaient le cercueil devaient être relevés toutes les 10 minutes. Un témoin écrivit « Le cortège de la reine passa dans la rue. On sentait l'odeur avant de voir le cercueil, et longtemps après qu'il fut passé, l'air ne s'était toujours pas purifié. Un embaumeur qui travailla sur le corps laissa un rapport clinique qui fut retrouvé dans des archives plusieurs siècles plus tard. Le foie était noir et durci comme de la pierre. Les poumons contenaient une quantité anormale de liquide. Les os étaient poreux et cassants, signe classique d'une intoxication au plomb sur plusieurs décennies. La peau, sous les couches de peinture, était déchirée, ulcérée, presque inexistante par endroits. Et le crâne, quand on retira ce qui restait de la perruque, présentait des plaies ouvertes qui ne s'étaient jamais refermées. Il s'arrêta là dans son rapport. Il ne trouva pas les mots pour continuer. Élisabeth Ier est entrée dans l'histoire comme l'une des plus grandes monarques que l'Europe ait jamais connues. Elle tint tête à l'Espagne. Elle encouragea Shakespeare. Elle navigua pendant 45 ans entre des forces qui voulaient toute sa perte et elle survécut à toutes. L'histoire la célèbre et elle a raison de le faire. Mais l'histoire oublie toujours le prix payé dans les couloirs privés. Le prix payé chaque matin quand les servantes appliquaient la peinture au plomb sur les ulcères. Le prix payé chaque nuit quand on retirait les épingles du cuir chevelu ensanglanté. Le prix payé à chaque repas transformé en torture par des dents pourries. Le prix payé à chaque été, à chaque hiver, à chaque printemps pendant 69 ans dans un corps que le pouvoir avait transformé en prison. Elle avait voulu être divine. Elle avait voulu être au-dessus de la condition humaine. Et c'est exactement ce qu'on lui avait accordé en lui retirant le droit de s'occuper d'elle-même, de se laver, de se soigner, de vieillir normalement, de montrer sa douleur, d'être simplement ordinairement humaine. Le pouvoir lui avait tout donné, sauf ça,